Bonsoir. Je suis la dernière, donc je vais faire vite, parce que je pense que vous êtes déjà rempli de savoir et que vous avez vos bagages pleins des idées. Pour ma part, je vais plutôt poser des questions que d'apporter une analyse approfondie à l'extraterritorialité et à travers des cas très concrets. Donc je vais vous présenter tout au début un peu une introduction sur ce que j'appelle le migrant connecté, et après je vais passer directement à 3 exemples que je les pose comme un cadavre sur la table. On va les disséquer, on va les analyser ensemble si vous êtes bien d'accord. Donc, pour le départ, je vais m'interroger et je vais vous faire part de ça. On va commencer avec un complice, disons comme ça, en termes Alex Sayad, qui est, si vous ne le savez pas, un grand sociologue des études migratoires, et qui a écrit dans un fameux article paru au début des années 80, sous le titre « Le phénomène migratoire, une relation de domination », que le paradoxe de la science de l'immigration est qu'elle serait une science de l'absence et des absents. Car, et j'enchaîne avec une autre citation de Pierre Bourdieu qui va rejoindre le vide que tu avais évoqué pour les exilés. Ni citoyens, ni étrangers, ni totalement du côté du même, ni totalement du côté de l'autre, doublement absent dans les lieux d'origine et dans les lieux d'arrivée, le migrant se retrouvait longtemps poussé dans ce lieu bâtard à la frontière entre l'être et non-l'être social. C'est vraiment la définition de l'extra-territorialité. Or, aujourd'hui, l'environnement dans lequel le migrant naît, les migrants, parce qu'ils sont nombreux, ils se déplacent, ou parfois ils s'installent, et aujourd'hui transformé par une technologie de l'information et de communication. Et c'est ici mon point d'entrée dans la communication d'aujourd'hui, d'ailleurs dans une série de recherches que je mène depuis une dizaine d'années, de m'interroger qu'est-ce que se passe avec le migrant dans cette nouvelle écologie dans laquelle les technologies de l'information et de communication créent le cadre d'une présence permanente. Alors, qu'est-ce que c'est cette présence permanente? On l'appelle aussi connected presence. C'est une forme de joignabilité permanente que les nouvelles technologies offrent aujourd'hui. Si on est déjà avec un téléphone mobile, et beaucoup de migrants n'ont pas de papier, mais ils ont du téléphone mobile, on est joignable, on est dans cette présence connectée. Alors, je souhaite voir, dans ce qui suit, je vais vous donner différentes formes de construction, de production, de présence à distance. Et via cet exemple, on va voir peut-être différentes formes de construction du territoire aujourd'hui, extraterritorial. Je vais commencer avec cette image que j'ai envoyée déjà et que j'aime beaucoup. Quand je vais parler des migrants connectés, je commence toujours par cette image. Qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit d'abord plusieurs fenêtres. On voit la fenêtre du bâtiment qui donne vers une des rues de Paris. Vous avez ici dans l'image l'intérieur d'une chambre de bonne habitée par un couple de migrants philippins.
qu'est-ce qu'on voit encore? On voit un ordinateur et sur l'écran de l'ordinateur, toujours, l'image, la photographie de la façade de leur maison de Manila. On voit aussi la fenêtre Yahoo Messenger. Alors, il me raconte qu'ils viennent à la maison, qu'ils entrent chez eux dans le 16e arrondissement de Paris. Clic, Yahoo Messenger, et ils entrent à Manila, dans leur maison de Manila. Voilà, la dame me montre aussi la chambre dans laquelle elle entre. Alors, entrer chez soi à Manila ou entrer chez soi à Paris, de quel territoire parlons aujourd'hui? Quelle maison? C'est cette maison-là, quand on est à la fois à Paris et à la fois à Manila, et on peut vivre comme ça, ensemble, à distance. Je reviens ici, c'est une question que je vous adresse à vous. Il y a tout le monde qui pense aujourd'hui au territoire et à l'extraterritoire. Bien sûr que je l'analyse à ma façon. Je devrais d'ailleurs vous montrer un bouquin qui m'a beaucoup, qui est celui de l'anthropologue Radkowski. Vous connaissez? Elle était brillante. Il a anticipé, en fait, dans les années 60. Et en pleine, en fait, émergence de toutes les études sur le nomadisme. Mais il a montré comment on peut aujourd'hui habiter en tant que nomade. Et c'est très intéressant ce qu'il disait. Il disait que habituellement la maison est le bien du sédentaire, qu'en découvrant ces lieux, l'homme se découvre en sédentaire. Alors, on est dans le cas de l'enraciné là, un homme fixé au sol, comme une plante, par sa racine sur le sol, lui vient son existence. Dans le cas, comme on te dit, être ensemble ailleurs, parce que c'est ça qui se passe ici, ne peut être entendu ici comme une injonction utopique. Habiter signifie ici avant tout participer à un espace de communicabilité au-delà des frontières géographiques. Donc, on habite un espace de communication. Cette image toujours Radkowski dit, et elle fait bien le lien avec ce qui se passe dans cette communication Skype. Il dit que habiter et être localisé et que ça constitue un champ de présence. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on communique aujourd'hui par Skype? En fait, on m'a toujours dit que le lien avec les familles existait bien avant dans l'histoire, par la lettre, par le téléphone, par différents autres moyens de communication. Mais pourtant, jamais, elle ne se pratique pas aujourd'hui d'une manière quotidienne et elle n'est pas, et de plus en plus de notre corporalité participe à cette communication. C'est par la calligraphie qu'on voyait la corporalité quand on envoyait des lettres. C'est par la voix ensuite qu'on ajoute encore un étage de notre corps dans la présence ailleurs. Eh bien, c'est par notre image et au-delà de ça, vous allez voir, qu'on avance vers l'ordre dans cet espace que je ne définis pas comme territoire ou extraterritorial. Je vous donne un autre exemple. Ici, ce sont des amis africains. En bas, qui fait écouter à son épouse qui est à Abidjan un chanteur. Et en haut, vous avez fait une séance de communication avec deux filles qui se trouvent à Paris, avec leurs sœurs qui sont toujours en Afrique et qui font des traces à leur mère.
ici, vous avez un autre cas. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ces images-là? De plus en plus foncé. De plus en plus foncé. Vous voyez, vous avez la même luminosité pour la jeune maman avec l'enfant. De l'autre côté, d'accord? C'est la nuit qui tombe. C'est la nuit qui tombe parce que, en pleine communication, parce que, en fait, ils passent du temps ensemble. Ils ont commencé dans la cheminée. De côté, France faisait encore, il faisait déjà nuit. De l'autre côté, il faisait jour. Et puis dans la communication, il faisait nuit. On n'est plus devant une communication qui supplée l'absence. On est là, dans une communication de vivre ensemble, bien différente. On peut faire vraiment des réunions sur 3 continents. On peut également, et là, je trouve qu'il y a un grand changement. Parce qu'aujourd'hui, du fait qu'on a une caméra mobile, on peut montrer l'environnement dans lequel on est. Et la personne qui est partie peut se relocaliser facilement. Je vais essayer de vous faire voir. Je pensais que ça va. Non. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ça marche pas le film. La personne que vous voyez ici dans la petite icône demande à ses parents de lui montrer sa chambre et s'il fait beau. Une des questions qui arrive souvent dans les communications Skype, il demande est-ce qu'il fait beau? Comment il est du temps là-bas? Mais encore une fois, il s'agit ici, c'est comme vous vous réveillez la nuit, vous touchez une prise et vous tout de suite vous relocalisez dans cet espace-là. Alors, cette relocalisation, cette nouvelle forme de présence, cette nouvelle habitation à distance de cette manière-là, est en train de créer de nouvelles formes de territoire aujourd'hui, des grands territoires. Il y a un autre cas que je vous soumets, c'est le 3e que je mets sur la table. Donc j'ai mis d'abord la communication par Skype pour parler du home territory. Je vais vous montrer ce capital d'accès que vous avez ici dans l'image, qu'on appelle parfois habitat, prenant le concept de Dominique Boulier, et qui ouvre un autre dossier qui est intéressant quand on parle de territoire, celui des Homeland Connection. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Pensez, c'est mon habitat. C'est mon capital d'accès. Mais faites l'exercice vous-même. Je ne vous demande pas maintenant de sortir tout ce que vous avez dans les poches, de fouiller vos sacs, mais faites-le. Et vous allez tout de suite voir quel est votre capital d'accès. Au-delà de la valeur du capital d'accès, il faut comprendre que ici, vous voyez, à travers ces devises, tout mon écologie numérique, d'accord? C'est mon environnement, c'est l'ensemble des corridors invisibles numériques sur lesquels je navigue. Vous avez une lecture d'accès au territoire, des droits, de l'identité également. Chaque bon entretien aujourd'hui sur le migrant connecté devrait commencer par ça. Pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que, comme nous a montré Laurent tout à l'heure, on associe toujours, souvent, l'arrivée de nouvelles technologies à la modernité liquide, à l'État post-national, aux communautés sans attache. Et qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit une nouvelle construction des territoires à travers l'habitat. Je vais vous expliquer. Pratiquement, je veux dire que chacun de nous devient le territoire national, puisque de ceux qui nous ont délivrés, en fait, cet habitat. Ce n'est pas des petites ficelles comme ça qu'on est tenus aujourd'hui, qui sont des services, qui sont des droits ou des protections.
qu'est-ce qu'on fait les États qui ont beaucoup d'immigrés? Ils réfléchissent d'abord à un outil, à un devise où il y a tout ce que vous avez ici dans un seul objet, qui est le téléphone mobile. Donc coïncider d'abord les corridors de transfert d'argent avec les corridors de communication. Mais en offrant des corridors sur lesquels on navigue, on devient à la fois représentant, ambassadeur de notre pays là-bas, et on nous tient n'importe où on va aller, puisque c'est plus facile d'envoyer l'argent quand je peux le faire par un simple clic de téléphone. C'est plus facile de savoir que j'ai une protection de l'État, même si je suis à des milliers de kilomètres de distance. Donc, question. J'ai mis le cadavre sur la table, le deuxième. Ensuite, je vais m'arrêter sur les frontières, peut-être autrement. Vous avez ici une graphe de la diaspora marocaine dans le web. Elle sort d'une étude, d'un projet de diaspora place que nous avons mené pendant 4 années à la Maison des Sciences Humaines, dont Anna fait partie. Elle a travaillé sur la Palestine. Elle a une extraordinaire contribution. Et je vous invite le 23 mai de la suivre à la Cité de l'immigration. En quoi consiste en fait ce projet? Nous avons inventorié les sites des différentes diasporas et nous les avons visualisés en forme de graphe. Pourquoi on fait ça? Le premier enjeu, c'était que des documents autrement éphémères, assez vastes, soient organisés et archivés, et que les historiens futurs de l'immigration ont un document sur lequel ils vont travailler. Donc, on est parti de ça. Moi, personnellement, je suis partie disons, j'ai poussé ce projet parce que le site fameux Sans Papier Pajol était menacé de disparaître, et je me suis dit que toute une page de l'histoire récente de l'immigration française va à la poubelle. Et donc, je suis partie dans cette aventure, dans ce projet, avec l'idée de l'archivage. Mais l'exploration du web nous a donné, à part très riche inventaire des sites, une trentaine de diasporas, mais aussi quelques savoirs, quelques renseignements, comment le web répond et quel type de territoire. Voilà, je dis de nouveau, construire des diasporas dans le web. Est-ce qu'il y a des extraterritorialités également? On a obtenu ce graphe dans le cas de Marocain, et vous voyez très vite qu'il y a 3 clusters. Je vais vous présenter 2 types de graphes. Celui qui est le graphe des expatriés français et celui-là qui est le graphe des Marocains. Dans les graphes des Marocains, vous voyez en vert ici les sites institutionnels qui s'adressent à leurs ressortissants. Vous voyez ici, à gauche, tout un cluster avec des sites très disparates qui ne se pointent pas, qui ne sont pas liés entre elles. Ce sont les sites des associations. Vous avez ici un cluster très dense qui est celui de la blogosphère. Et vous avez 2 sites qui font le lien, surtout Yabiladi, qui fait le lien entre les 3 clusters, qui est très important. C'est un site plateforme avec beaucoup d'informations, avec un forum de discussion gigantesque de 3 millions d'échanges, et qui parle de tout, du mariage, de la cuisine, des informations politiques, de tout. Alors, c'est très intéressant, les éclats que font les 3 mondes. Les institutions, ils se pointent que entre eux. Et pratiquement, ils tournent le dos aux associations, qui les pointent un peu, pas beaucoup,
et on comprend tout de suite qu'ils sont dans une relation plutôt conflictuelle. La blogosphère sont très liés entre eux, mais restent très isolés dans le spectre général de la carte. C'est le contraire pour la France. En fait, les institutions françaises comptent beaucoup. Un État fort fait beaucoup de liens avec ses expatriés. Puis, quels sites sont liés les Français à l'extérieur? Ils sont très liés par les sites qui proposent des renseignements sur la protection, sur l'éducation à l'étranger et sur le vote. Je vais vous donner ces deux exemples pour montrer que on voit une tentation, et j'aurais dû vous montrer d'autres. Je vais essayer, si je peux me connecter. Je peux vous montrer le cas de Mexique qui est encore plus flagrant. Vous allez comprendre tout de suite où je veux venir. Tout ce que vous voyez en bas, c'est la constellation des associations mexicaines, des diasporas mexicaines. Nous les avons collectées sur le site de l'Institut des Mexicains de l'extérieur, qui est le ministère des Mexicains à l'extérieur, qui voudrait se porter comme une patrie pour eux, comme une plateforme. Donc, les accueille de ces sites-là sur son site. Mais ce site-là ne se cite pas du tout entre elles. Ce site-là ne suit pas du tout cette institution. Alors, on assiste ici, encore une fois, à la relation qui existe entre les États d'origine, l'État, qui essaie, n'est-ce pas, de trouver tous les moyens d'ouvrir des corridors envers ces diasporas qui arrivent ou qui n'arrivent pas. C'est en fonction de chaque diaspora, et de chaque État, et de chaque institution, ce qu'elle offre à leurs migrants. Je vais vous montrer ça parce que je voudrais clôturer sur la frontière. Et qu'est-ce que c'est une frontière dans le web? Est-ce que vous avez parlé de graphes distribués? On a un collectif distribué dans le web. J'ai un problème de... Ah, il faut avaler le microphone. Oui, la production des liens est intentionnelle ici dans le site qui pointe et il trace en creux, pour ainsi dire, une frontière. On pourrait dire que cette frontière, qu'elle est agglutinante, comme on dit, d'une langue, qu'elle est agglutinante, dans le sens où appartiennent au groupe d'individus qui s'y lient en décidant de s'y connecter. La conséquence est que la limite du groupe n'est pas produite par le groupe, puisque n'importe qui peut en principe s'y rattacher. C'est une frontière en creux, par absence des autres. Elle est agglutinante parce qu'elle se produit en introduisant des éléments qui, de ce fait, la redessinent. Elle est en creux car elle ne tranche pas dans un ensemble qu'elle découvrait, mais parce que la frontière est tout ce que n'est pas elle. C'est également une frontière réticulaire, tout ce que n'est pas connecté au réseau. Ce faisant, elle est mouvante, car redessinée par tout nouveau venu. Elle peut se rétracter, s'augmenter, non pas par l'exclusion ou l'inclusion, mais par l'addition ou l'émission. Est-ce que j'ai dû lire ça, parce que ça ne sort pas. Bon, vous avez le troisième cadavre sur la table. Les discussions peuvent commencer. Et pas avant de dire merci de m'avoir invité et de m'avoir poussé à réfléchir à l'extraterritorial. Et ensemble, j'espère que ça va venir, qu'on continue.
very much for two wonderful and inspiring presentations. And I think both presentations shared some common topics. One of them was the materiality of exterritorial objects, or whether or not this materiality is tangible or visible. And the second theme was the notion of the void, or the zero, or the money as a boundary object, or the networks as making the invisible space visible. So in that sense, my question is, to what extent is the practice of making the invisible visible, or the showing that money has no substance, but by showing that you create a certain visibility of the Zen money, for example. And in your work, you make the diaspora networks visible. And to what extent is that a performance of drawing the borderlines of new exterritorials, in a sense? I hope the question is clear. Il y a différentes formes que diaspora devient visible. Il faut dire qu'au début, j'ai travaillé sur les gens qui vendaient dans la rue des journaux de rue. Alors, quand ils vendaient les journaux de rue, ils vendaient aussi la visibilité de la marginalité. Donc, il y a des visibilités dans la diaspora. Maintenant, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, Anna. Comment il devient visible sur l'Internet? Comment on a donné visibilité à ces diasporas dans le web? How by making these networks visible, you are drawing the new borders of new kind of exterritoriality. Oui, c'est une question, et comme je sais de qui elle est, je vois pourquoi elle me pousse à parler de ça. Alors, dans le cas de diaspora dans le web, le corpus était vaste. Et on avait deux choix. Une, crawler automatiquement, et laisser les machines parler. Deux, utiliser l'expertise des chercheurs, faire une sélection et une exploration du web, dans le sens presque de l'exploration de l'Antarctique. Ça veut dire que pas par pas, très chronophage, et avec un va-et-vient entre le terrain et ce qu'on trouve pour valider scientifiquement ce qu'on trouve. Donc, on les a trouvés en utilisant Tools, un moteur de recherche, un Chrome, d'abord semi-automatique, qui nous a aidé à classer ces sites qu'on a trouvés. Et c'est nous qui avons créé cette frontière. C'est là que tu voudrais venir. Ensuite, nous avons envoyé la première collecte de ces sites-là dans une machine automatique qui nous a apporté tout ce que nous avons pu trouver ainsi, avec différents scores. Et après, on a de nouveau fait un travail, site par site, qu'on a sélectionné encore une fois. Après, on les a visualisés, comme vous avez vu, plein d'exemples. Qu'est-ce que vous souhaitez que je vous montre? Et puis, on a créé cette plateforme dans laquelle vous pouvez en fait trouver chaque diaspora. Et vous pouvez également faire votre propre interprétation, fouiller, croiser les données, parce que, par exemple, comme je viens de vous donner l'exemple là, vous n'avez que les associations, vous voyez très bien qu'elles sont très peu liées entre elles. D'accord? Et puis, je vais vous montrer une autre chose qui peut être sympa. Toujours sur les Marocains, vous avez vu qu'il y avait ce pont qui était très intéressant. Ici, vous vous souvenez, je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y avait Yadi, vous voyez? Mais on voit qu'il y a aussi un petit ici, rouge. Et on voudrait savoir pourquoi il y a quand même deux ponts qui font le lien entre ces clusters. Et on revient en fait toujours à notre outil. Et on va aller dans les langues et on
sont liées par Yarivali et l'autre par ce site immédiat. Donc, les ponts entre différents sites peuvent les faire les langues. Et c'est un exemple de croisement des données. Vous pouvez faire comme ça plein dans la plateforme que les chercheurs ont